Ce moment vous est proposé par Terzeo, partenaire de Naturapass. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Marane. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour. Bien, J'aime la chasse a le plaisir de recevoir Alain Durand, le président de la Fédération de chasse de Seine-Maritime, le premier vice-président de la Fédération nationale des chasseurs et aussi, je crois que vous avez aussi des responsabilités au sein de la FAS, si je ne m'abuse. Voilà, donc un homme multicarte, multicasquette. Nous allons, si vous le voulez bien, président, aborder avec vous deux sujets qui concernent le département, ce beau département de Seine-Maritime, et puis un sujet d'importance nationale, si ça ne vous ennuie pas. D'abord, la Seine-Maritime en termes de chasse, c'est combien de chasseurs, c'est quel type de gibier, quelle est la culture cynégétique de la Seine-Maritime? Alors en termes de nombre de chasseurs, nous sommes environ 12 000 chasseurs, avec malheureusement, comme beaucoup de départements, une perte d'adhérents d'année en année. Oui. La chasse en Seine-Maritime, on a la chance d'avoir des forêts, de la plaine et une façade maritime et un estuaire. Donc à part le gibier de montagne, on a tout le reste. Donc bon. Presque le paradis cynégétique. Oui, mais par contre en termes d'organisation de la chasse et de l'organisation des territoires, nous ne sommes pas comme certains départements du sud de la Loire qui ont des sociétés communales, des ACA. Oui. En Seine-Maritime, à 95% que des chasses privées. Donc ça peut expliquer aussi certaines choses par rapport au coût de la chasse dans notre département. Qui serait donc plus élevé que dans les départements plutôt du sud de la Loire, qui ont eux beaucoup plus de chasse d'associations et ou de chasse communale. Une carte d'ACA, c'est pas le même prix qu'une action en forêt domaniale en Seine-Maritime. Évidemment, d'accord. Au niveau gibier, donc, on a du gibier d'eau, on a du gibier de plaine, on a des grands animaux en forêt. Alors, oui. Gibier d'eau, bien sûr, on a, bon, ça dépend aussi, j'allais dire, de la migration, mais on est bien placé quand même avec voilà. nos façades. Le petit gibier, on est un département où on fait beaucoup de choses pour maintenir et développer le petit gibier, avec une politique importante, notamment en faveur du repeuplement de la perdrix grise, du renforcement des populations. C'est-à-dire que ce n'est pas des lâchers qui ont lieu la veille pour de l'ouverture. Donc on renforce les populations. C'est un boulot difficile, parfois un peu ingrat, parce qu'on est tributaire de beaucoup de choses. On est tributaire de la prédation, on est tributaire des pratiques de culture, on est tributaire de la météo. Et puis est récemment tombée hier pour notre département une décision du tribunal administratif qui interdit le tir de nuit des louvetiers sur les renards. Bon, les louvetiers font une partie du travail. Bon, ça va peut-être augmenter notre activité piégeage. On va demander à nos piégeurs d'être un peu plus efficaces parce que contrairement à ce qu'on peut dire, la population de renards n'est pas en diminution, ce n'est pas une espèce en voie de disparition. Et donc je pense que là c'est un sujet très important parce que si on décourage les gens qui travaillent beaucoup pour le petit gibier, parce qu'on travaille beaucoup pour peu de jours de chasse, pour peu de prélèvements, mais c'est la passion qui parle, il ne faudrait pas les décourager davantage. Oui, cette décision est assez funeste pour l'avenir du petit gibier. Est-elle surprenante? Bon, j'espérais que la décision soit positive pour nous. Et en effet, la nouvelle est tombée hier et on a cette décision désagréable. Y a-t-il suffisamment de piégeurs en Seine-Maritime pour compenser l'absence des tirs de nuit? Ben, les piégeurs en Seine-Maritime actifs, on est entre 300 et 500. Ce qui n'est pas beaucoup pour les territoires. Oui. J'espère que cette nouvelle va les inciter à se développer davantage et faire fonctionner un peu mieux cette régulation des prédateurs qui est importante pour le petit gibier, parce que s'il n'y a pas de régulation de prédation, c'est fini. L'exemple de la Suisse est parlant. La perdrix grise est officiellement éteinte en Suisse car
et les raisons en ont été données même par les opposants à la chasse. C'est la prédation qui a causé principalement la disparition définitive de la perdrix grise en Suisse. On laisse la prédation se développer, on empêche les activités humaines d'aller sur le terrain, on est dans un discours complètement aberrant. Donc voilà. Pour en finir sur votre question, le grand gibier, bien sûr, on a en Seine-Maritime du grand gibier, des grandes forêts, beaucoup d'espaces boisés. Alors bien sûr, chevreuil qui se porte très bien, le cerf, les cervidés, les grands cervidés aussi. Quant aux sangliers, on est tous logés à la même enseigne, donc avec quand même des forts développements des populations de sangliers. Alors là, c'est avec d'autres problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes financiers de l'indemnisation des dégâts agricoles. Oui. Nous sommes environ, dans notre département aujourd'hui, à environ 10 000 sangliers prélevés. Oui. Et on atteint 1 200 000 € de dégâts pour le département. 1 200 000 € indemnisés au titre du dégât indemnisés du grand plus gibier. Les frais de gestion et tout. Mais tout ça sort toujours de la poche du chasseur. Hein, voilà. Donc ça devient quand même compliqué, voire alarmant. Oui. D'autant plus qu'un nouveau problème s'ajoute, c'est celui de l'augmentation des surfaces des territoires non chassés. Oui. Je sais que votre fédération s'est lancée dans un recensement de ces territoires. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, nous parler de l'opération de recensement et de son but? C'est ça qui est intéressant. Ça fait partie un peu, si vous voulez, du discours national aujourd'hui que nous avons avec mon collègue et ami Willy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chasseurs ne refusent pas d'indemniser pour les dégâts agricoles. Mais à partir du moment où on ne peut pas, chasser sur la totalité du territoire, il faut peut-être qu'on partage un petit peu la facture. Et aujourd'hui, au niveau national, on estime qu'il y a au moins 30% du territoire qui n'est pas chassé. Alors, oui. Au-delà des mots et des déclarations, nous, en Seine-Maritime, on s'est dit qu'on va faire un recensement. Donc, pour faire ce recensement des zones non chassées, on a demandé à des chasseurs volontaires, à des groupes de gens volontaires, de charger justement avec NaturaPass, un logiciel là-dessus pour que à chaque fois qu'ils sont au courant d'un endroit qui n'est pas chassé ou qu'ils passent auprès d'un territoire qui est même parfois peu chassé, oui. Qu'ils ne nous signalent, il est géolocalisé, etc. Ce qui va nous permettre, nous, ensuite, d'avoir des arguments, parce que c'est pas nouveau, c'est pas très vieux, mais ça date d'hier ou avant-hier. Au niveau national, on a demandé quand même à ce que on répertorie un petit peu toutes ces choses-là, parce qu'il va falloir qu'on apporte des preuves. Alors les preuves, nous, en Seine-Maritime, on en a. Vous savez, entre les réserves naturelles, on ne peut pas chasser, les territoires du département, les territoires de certaines collectivités qui, pour des raisons diverses, mais on les respecte, il n'y a aucun problème. On n'a pas envie d'aller chasser partout si on n'a pas le droit, mais à partir du moment où on ne peut pas chasser, on ne va pas payer la facture. Voilà. Mais votre outil nous aide bien. J'espère qu'il va être efficace. On en est ravis. Le but n'était pas de faire la promotion de l'outil NaturaPass, mais c'est gentil de l'avoir mentionné, Président. Un sujet d'ordre national maintenant, puisque vous avez des fonctions, bien entendu, au niveau de la Fédération nationale. La fameuse gestion adaptative. Oui. J'en ai parlé ce matin avec Willy Schran quand il a la gentillesse de s'arrêter chez nous. Et encore une fois, ma question est s'adapter à quoi? Le problème, c'est ça. C'est qu'on veut lancer la gestion adaptative sur une espèce. Encore faut-il connaître l'état de cette espèce, l'état quantitatif. Et bien entendu, il est hors de question aujourd'hui, malheureusement, de travailler en collaboration intelligente avec les associations environnementalistes, car ils sont devenus tellement dogmatiques et tellement anti-chasse que c'est inenvisageable. Donc comment faire pour avoir des comptages, des états, des effectifs, pour pouvoir lancer réellement cette gestion adaptative? Parce que sinon, le ministère ne nous prendra pas au sérieux. Sur les comptages, évidemment, si on parle notamment des espèces migratrices, notamment les oiseaux, oui. Bon, il est sûr qu'on n'a pas la connaissance exacte des populations au niveau européen ou même du Paléarctique occidental, on ne l'a pas. Bon, néanmoins, on a quand même des grandes tendances par des organismes qui sont quand même importants et reconnus. Je ne vais pas parler des organismes de nos amis qui font des comptages, mais nous aussi on fait des comptages au niveau de nos fédérations, au niveau d'un organisme que les chasseurs ont créé qui s'appelle ISNEA. Donc là aussi on a quand même une approche. L'idée de la gestion adaptative, c'est, je pense que Willy a dû vous en parler, en France, c'est ou feu vert ou feu rouge. Vert on chasse, rouge on arrête. Mais au milieu,
il y a des curseurs qui peuvent être plus fins. Voilà. Alors, et dans l'esprit de la FNC au départ, même toujours, on n'est pas resté sur des espèces chassables. Aujourd'hui, il y a des espèces qui ne sont pas chassables, qui ont un statut d'espèce protégée, qui se portent peut-être très bien, qui peuvent peut-être poser un déséquilibre au niveau de la biodiversité. C'est peut-être là aussi qu'on peut afficher cette notion de gestion adaptative. Les Américains, ils sont bien arrivés. On a du mal en Europe, on a du mal en France. Bon, mais tout particulièrement en France, je crois. Oui, parce qu'on est resté sur l'ancien principe de pour vivre heureux, vivons cachés, comme dit Willy souvent, même dans son bouquin. Mais je crois que c'est fini, ça. Je crois que c'est fini. Donc aujourd'hui, les gens sont un peu méfiants sur cette gestion adaptative parce que si pour faire de la gestion adaptative, il faut aussi déclarer ce que l'on prélève. Et aujourd'hui, on a du mal, avec le monde de la chasse, à dire ce que nous faisons en termes de prélèvement. Alors, faut savoir ce qu'on veut. Oui. Mais je comprends aussi, enfin j'entends le discours des chasseurs, parce que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, nous avons une grosse communauté qui nous suit, et donc nous voyons remonter des inquiétudes de la part de cette communauté de chasseurs. Ils disent oui, mais si je déclare tout, bientôt on va pouvoir tout m'interdire. Et je comprends l'inquiétude du chasseur qui n'est pas assez informé. Dans ce cas-là, il faudrait s'adresser plus aux chasseurs, leur expliquer plus, faire œuvre de pédagogie. Vous savez, à une époque, les chasseurs, on ne va pas parler de migrateurs, on va parler de grand gibier. Oui. Du plan de chasse chevreuil. Souvent, les chasseurs disaient, j'ai pas tué mon chevreuil, mais je vais déclarer que je l'ai tué, parce que sinon, j'en aurai pas l'année prochaine. Exactement. Bon. Alors aujourd'hui, les chasseurs de migrateurs disent, si je dis que j'en ai tué beaucoup, ils vont peut-être serrer les boulons. Mais s'ils disent qu'ils n'en ont pas tué beaucoup, regardez le problème des tourterelles. Oui. Si aujourd'hui on a un nombre de tourterelles insuffisant, avec une chasse qui est pratiquée, que peut faire le ministère? Voyez-vous, on vous l'a dit, il n'y en avait pas beaucoup, vous n'avez pas tué beaucoup. Voilà. Mais c'est parce que les gars n'ont pas déclaré. Donc c'est à double sens. Hein. Donc je pense qu'il faut que c'est une nouvelle mentalité à avoir. Tout à fait. On n'a pas à se cacher. En plus, sur des espèces migratrices qui appartiennent un large territoire européen et au-delà. Ouais. Bon, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Mais je pense que la gestion adaptative, même si ce n'est pas encore rentré concrètement dans les faits, je pense que ça peut être notre planche de salut. Ça l'est, à mon avis, certainement. Voilà. Mais justement, à condition de la faire comprendre aux 30 000 chasseurs français et de faire œuvre de pédagogie. Il faut s'adresser, bien entendu, faire comprendre aux non-chasseurs, au reste de la population française que les chasseurs ne sont pas des monstres et que la chasse est utile en France et en tout cas qu'elle n'est pas nuisible. Mais il faut aussi s'adresser aux chasseurs. Et parfois, on peut regretter que la fédération nationale, les fédérations départementales et régionales ne se fassent pas assez œuvre de pédagogie vis-à-vis des chasseurs. Donc la communication interne, je pense, est extrêmement importante. L'éternel sujet de la communication, faisons-nous assez? Est-ce qu'on en fait trop, pas assez? En interne, jamais assez. Bon, mais je crois que là c'est un changement d'habitude à avoir. Parce que les gens en plus, alors tout ça, ça passe par des nouveaux moyens de communication, des nouveaux outils. Alors bien entendu, on nous dit les vieux, ils ne savent pas servir de... Bon, voilà, ok, moi je veux bien. Mais quand on est dans le cadre d'une gestion adaptative où il y a un quota national et non pas individuel comme la bécasse, oui. À partir du moment où vous tuez une oie ou quelque chose, vous avez bien un copain à côté qui sait utiliser l'outil. Et donc, le déclaratif. Bon, c'est aussi toutes ces peurs. Vous savez que le changement fait peur toujours. Donc c'est cette peur-là qu'il faut qu'on arrive à dissiper. Bon, mais je fais confiance aux instances pour qu'elles s'attaquent. Je le souhaite parce que c'est la survie de notre chasse. À cela, oui, de toute manière, voilà, c'est évident. Président, un grand merci, merci à vous. De vous être arrêté chez J'aime la chasse. Et puis, longue vie à notre passion. Oui, et à nous aussi, merci. Et à nous, au bas. Terminé. Ce moment vous a été proposé par Terzeo, partenaire de Naturapass. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Marane. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour.